une présentation fort intéressante avec Tania Sabat, qui est professeure titulaire à l'École des relations industrielles et qui est titulaire de la chaire BMO, Diversité et gouvernance. Donc, juste pour mettre tout en contexte, je pense que Tania aussi a communiqué beaucoup avec Chris et Véronique pour s'assurer qu'il y ait pas des dédoublements et que ça soit en ligne dans qu'est-ce que vous proposez pour l'élaboration des plans. Donc, merci Tania. Voilà, merci Bibiana. Donc, bonjour à tous. J'ai un grand défi, toujours d'arriver après le repas. C'est jamais un moment facile, mais je vais tellement vous rendre la chose intéressante que je pense que je vais avoir votre attention. Alors, d'abord, juste peut-être une très, très rapide mise en contexte. Pourquoi je suis là en train de vous parler des plans d'équité, de diversité et d'inclusion. J'aimerais dire que d'abord, évidemment, pour moi, c'est un domaine d'expertise en termes de gestion de la diversité, puisque je suis à l'École de relations industrielles, je travaille sur la gestion des ressources humaines, puis la question de la diversité fait partie de mes champs de spécialisation. Deuxièmement, j'ai occupé pendant 9 ans des fonctions administratives à l'Université de Montréal qui partent d'une direction de l'École de relations industrielles jusqu'à vice-décanat de la Faculté des arts et des sciences, qui est quand même une très grande faculté à l'Université de Montréal, et jusqu'à 2 ans de doyenne par intérim. Donc, je peux associer les questions de plan d'équité aux mécanismes, à la politique universitaire, aux questions un peu que je pense se posent beaucoup pour vous tous. Et troisièmement, j'ai eu le grand plaisir de travailler avec professeure experte qui est Marie-Thérèse Chicha, donc qui est professeure à notre département, à l'École de relations industrielles, une grande experte des questions de discrimination, d'équité. Et donc, on a été invités, elle et moi, à travailler sur le plan d'équité qui a accompagné la demande de l'Université de Montréal pour une chaire d'excellence en intelligence artificielle. Et nous l'avons obtenu. Donc, je vous présente à travers tout ça comment on s'est pris, comment on est arrivé. Et mon idée, encore une fois, c'est de vous présenter un peu non seulement la démarche, mais ce qui s'est vraiment posé à nous, c'est cette question de revenir aux principes de base pour pouvoir partir des principes, puis ensuite bâtir des plans d'équité. Vous allez voir, on a eu des présentations de ce matin assez extraordinaires, de voir comment l'Université McGill s'y prend, de voir comment l'Université Ryerson se prend. Vous allez voir beaucoup d'éléments, donc on a eu des aspects déjà pratico-pratiques de présenter, mais mon idée, moi, c'était revenons au principe, puis réintégrons tous ces éléments, mais à l'intérieur d'un cadre qui se tienne, à l'intérieur d'un cadre qui est plus intégré. C'est comme ça qu'on s'en est pris nous-mêmes pour développer le plan. Puis ça a été en même temps pour nous une implication, un apprentissage, mais une mise en application. Également, comme je veux absolument vous convaincre aujourd'hui combien c'est important et intéressant, je viens de réaliser une étude sur 710 organisations au Québec qui ont implanté des mesures en diversité. C'est une étude qui a été réalisée avec l'OCDE, avec des données de 2018. Et donc, quand va venir le temps de vous exprimer des motifs, des pratiques, des obstacles, je vais revenir à des questions très pratico-pratiques qui ont été soulevées par des personnes qui ont implanté ces programmes-là et dont certains proviennent des milieux de l'éducation. D'accord? Donc, c'est important pour moi. Alors, j'ai vu le titre de ma présentation. Je pense que c'est Bibiana qui a décidé que je vais aller vous le présenter en 3 étapes. J'ai dû le lui dire à un moment donné, mais je me souvenais plus des 3 étapes. Et donc, j'ai réorienté mon titre en disant, il faut qu'il y ait 3 éléments là-dedans. Et donc, j'ai trouvé. Alors, c'est pour ça que je vais commencer avec les fondements, les éléments incontournables et les structures. Et au bout de ça, je pense qu'on a tous les éléments pour pouvoir bâtir des plans d'équité, de diversité et d'inclusion applicables, évidemment, aux universités. Ça va? Bon. Alors, première chose, les fondements, c'est pourquoi intervenir. Ce sont des choses que vous connaissez peut-être, mais la raison pour laquelle je passe à travers, c'est parce qu'il est
important d'aller chercher à un moment donné les justifications, de chercher la base de pourquoi on intervient en égalité, en diversité et inclusion. Donc, avant de commencer à faire des formations sur les biais, encore faut-il avoir cette idée de on s'oriente comment. Alors, première chose, tous les concepts autour de la similarité, attraction, identité sociale, tout être humain est ethnocentrique avant tout. Cette expression que j'aime toujours répéter, que l'ADN est la diversité est dans notre ADN, je pense qu'il n'y a rien de moins vrai. La diversité n'est pas dans notre ADN. Il faut faire des efforts pour atteindre la diversité. Il faut avoir un plan, puis avoir des mesures. Donc, on aime les gens qui nous ressemblent, on s'attire, pensez à tous les réseaux, pensez aux réseaux de recherche, pensez aux réseaux qui se forment dans les universités à travers le corps professoral, les unités, etc. Dans les universités, on fonctionne beaucoup avec des traditions scientifiques. On puise notre identité sociale à travers aussi des paramètres qui sont attribuables à nos disciplines, etc. Et donc, les efforts sont encore plus grands pour aller convaincre puis de dire que les compétences existent partout. Puis il n'est pas question de remettre en question nécessairement ni les identités sociales, ni les traditions scientifiques, à la seule condition qu'elles ne soient pas en train de reproduire des biais qui sont complètement inéquitables. Donc l'idée n'est pas, on a enseigné longtemps, puis moi j'en fais partie, que le management, la gestion dans les organisations doit se faire à travers des cultures fortes. Mais il n'y a pas de problème à avoir une culture forte et à respecter les diversités. Des personnes, même qui viennent d'origines ethniques différentes, qu'on soit homme ou femme, qu'on soit diversifié dans notre orientation sexuelle, il n'y a rien qui va empêcher à ce qu'on adhère à une culture organisationnelle. Donc déjà, ces concepts-là, il faut les regarder, puis c'est souvent ce qu'on se fait dire dans les universités. Vous êtes en train de rompre avec nos traditions, cette question de diversité vient remettre en question. Je pense qu'il faut faire la différence puis qu'il faut dire que non, à la base d'une grande discrimination, c'est création de réseaux, puis regardons comment il faut les diversifier. Deuxième raison qui est souvent évoquée, c'est la question du pipeline. Ah oui, mais parce qu'il n'y a pas de compétences dans notre domaine, arrêtez de nous obliger d'en chercher. La question de l'université, de dissocier les questions étudiantes, des questions professorales, des questions du personnel qualifié de recherche dans une université, c'est totalement incompréhensible. J'adhère tout à fait avec la position de McGill ce matin en disant ça fait un tout. Il faut voir la diversité, la gestion de la diversité comme vraiment un écosystème qui vient se brancher à l'intérieur d'un plus grand écosystème dans lequel il y a des acteurs, un environnement, des façons de faire. Et donc, il est très difficile, puis je vous le dis d'expérience encore une fois, de convaincre qu'il faut absolument passer également, que les étudiants peuvent pas être mis de côté, les post-doctorants, les questions de stage, les questions de recrutement à l'intérieur des groupes de recherche, font tous partie intégrante. Vous pouvez pas demander à quelqu'un de faire preuve d'ouverture culturelle quand il recrute un collègue, mais pas quand il recrute des étudiants. Donc, vous comprenez que ça fait partie un peu d'un tout, puis il faut les regarder comme ça. Et finalement, les cadres juridiques que nous avons autour de nous sont bons. On a des cadres proactifs, on a des cadres qui nous obligent à faire des choses, mais ils sont à faible effectivité parce que la question est quand même complexe. Parfois, les niveaux de coercition ne sont pas assez grands. Et puis là, on vient d'avoir, avec ce programme des chaires de recherche, un push pour aller un peu plus loin, puis peut-être faire un peu plus que l'on peut faire, parce qu'il y a évidemment maintenant il y a quelque chose à perdre, on a un renforcement, puis ce qu'on va espérer, c'est que ça vienne vraiment pour donner l'impulsion à l'ensemble de l'institution de faire ce qui n'a pas été fait puis qui aurait dû être fait. Quand on regarde un peu avant même de commencer à déployer des pratiques, avant de commencer à parler aux bonnes pratiques, il faut prendre juste 2 secondes puis réfléchir à la perspective avec laquelle on est en train de regarder nos plans. Et pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a une idée de cette perspective, eh bien, c'est toute la cohérence après qui va être rattachée à cette perspective.
Il y en a 3, je ne les ai pas inventés. Ça vient de Eli Thomas. Thomas et Eli, ceux qui les ont déjà lus vont les connaître. Le premier qui a été à l'origine, si vous voulez, c'est le paradigme de la discrimination et de l'équité. Alors, on se lance dans des programmes d'équité. Pourquoi? Parce que on pense que il ne faut pas qu'il y ait de la discrimination, il faut qu'on soit équitable. Et donc, on regarde des gens autour de nous qui sont différents, puis ils disent non, non, ils peuvent nous ressembler à bien des égards. Et donc, on n'a pas le droit de discriminer à leur égard. Et donc, il y a quelque part dans cette première notion qui est arrivée, oui, la question d'équité, oui, la question de non-discrimination, mais attention, il y a aussi cette question de ressemblance. Pourquoi est-ce qu'on s'engage? Mais c'est parce qu'ils nous ressemblent. Donc, faites attention. Je vous dis tout ça, c'est les messages pour après. Parce que si vos programmes, c'est de faire ressembler les gens proviennent de la diversité pour qu'ils ressemblent au groupe majoritaire, la question, est-ce que c'est ça que vous voulez? Je suis pas en train de vous dire c'est bon, c'est pas bon. Vous êtes en train d'appliquer de l'équité puis de la non-discrimination, mais vous êtes en train peut-être de prendre une tangente. Est-ce que c'est celle-ci que vous voulez prendre? La deuxième qui a suivi, c'est le paradigme de l'accès et de la légitimité. C'est le paradigme qui a suivi, puis c'est celui qui a fait implanter des actions en faveur de l'équité, de la diversité et de l'inclusion, parce que la population est plus diversifiée, la consommation est plus diversifiée, et il y a quelque part une instrumentalisation de la diversité. À juste titre, je vous laisse je ne veux pas juger de la situation, je veux juste vous dire que c'est pour des opportunités qu'on l'a implanté. Donc, à vous de deviner que si ce que vous êtes en train de faire dans les universités, c'est juste à des buts très précis. Dans ce cas-ci, encore une fois, il y a fort à parier que cette perception d'instrumentalité va ressortir auprès des professeurs, auprès de la communauté. Est-ce que c'est une bonne chose? Et la troisième, finalement, on arrive toujours, n'est-ce pas, avec des balanciers qui vont d'un côté puis beaucoup de l'autre, puis on revient généralement à on dit le happy medium. C'est la perspective d'intégration et d'apprentissage. Donc, contrairement à la première, la deuxième, c'est le respect de la diversité on respecte la diversité telle qu'elle est, on salue la diversité. Le troisième, c'est de dire, OK, profitons des questions de diversité pour les intégrer dans nos cultures, évidemment pour ce que ça apporte. Gardons quand même nos objectifs. Il n'y a rien qui va aller à l'encontre de cela. Mais si on le fait, c'est pour un enrichissement, c'est pour stimuler la créativité. Donc, il y a beaucoup plus un impact à l'interne qui est en train d'être ressenti. Puis je pense que un peu c'est là-dedans, d'après moi, que quelque part dans les programmes universitaires devraient aller. Puis si jamais vous voyez que vous êtes en train de dériver vers l'un et vers l'autre, mais ça s'explique parce que ça a toujours existé. Mais il faut juste en être conscient. Quand on est conscient, on le corrige parce que ce sont des choses qui vont déteindre par la suite à travers des pratiques que vous allez implanter. Donc, je termine un peu avec les fondements. Quels sont les éléments qu'il faut combiner et qui, si vous voulez, découlent un peu de ce que je viens de dire? D'abord, le motif. Il faut pas se cacher, il faut pas se leurrer. Si vous regardez l'ensemble des programmes de diversité autour de nous, il y a toujours eu un motif déclencheur. Rarement, institutions, organisations le font pour le bien commun, etc. Pas grave, c'est quoi le motif déclencheur? Il y en a un. Ça peut être un scandale dans les journaux. Ça peut être la loi qui devient plus coercitive. Ça peut être les chaires de recherche du Canada. En tout cas, ça peut être donc un motif qui vient parfait. Pourquoi ne pas juste le prendre puis le continuer? À la condition je reviens un peu à ce que je viens de dire, de bien savoir comment se situer et que tous les programmes n'aient pas comme objectif juste cette correction-là à laquelle on est juste invité ou on est obligé de le faire. Le deuxième, c'est qu'il faut se rappeler que la question des biais, la question des réseaux, la question de toutes les pratiques que l'on voit dans les organisations, dans les institutions, ce sont des questions individuelles puis des questions de système. Souvent, on s'attarde à la question individuelle, on oublie le système. La première chose qu'on fait de la formation au biais des cadres,
D'accord, mais c'est peut-être pas les cadres pris un à un ou les membres d'un comité pris un à un. C'est l'ensemble de la façon avec laquelle on a fonctionné. C'est le système, en fait, qui est en train de reproduire. Et donc, à chaque fois que vous allez par la suite établir un objectif, établir une pratique, faites la différence en ce qui est individuel puis ce qui est système. C'est la seule manière de pouvoir se dire on a couvert l'ensemble pour pouvoir atteindre nos objectifs en égalité, diversité et inclusion. Et la dernière dimension, c'est la dimension culture et climat. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un écosystème à l'intérieur d'un autre beaucoup plus grand écosystème. Ça va certainement engendrer des façons de faire qui sont différentes. Donc, tout ce on connaît dans la question de la gestion des cultures puis des climats organisationnels vont s'appliquer. Donc, juste établir un peu les grandes lignes. Les motifs. Je ne peux pas vous faire des listes des pratiques. Je pense qu'on en a entendu ce matin. Tout à l'heure, il va y avoir aussi des énoncés de plusieurs autres pratiques. Mon idée, c'est juste de vous montrer qu'à partir d'une enquête sur 710 organisations, dans lesquelles 42% seulement avaient implanté des programmes de diversité, donc la plupart n'en avaient pas. Sauf qu'ils ont été gentils puis ils ont complété le questionnaire jusqu'au bout. Donc, il faut quand même les remercier parce qu'on a pu avoir des résultats. Alors, vous allez voir un peu ce qu'ils nous ont dit quand on leur a demandé, mais pourquoi? Pourquoi avez-vous implanté des mesures? Ce qui est en rouge, les pourcentages, c'est le pourquoi de ceux qui ont implanté des mesures. Donc, ceux qui n'ont pas ne sont pas là-dedans. Et ce qui est en rouge, c'est les analyses que j'ai faites pour associer certains motifs avec le fait d'avoir atteint des objectifs en équité. Donc, ceux qui ont dit oui, on a atteint nos objectifs, oui, on s'est amélioré, voilà ce qu'ils se sont dit. Regardez dans les motifs comment on retrouve les 3 paramètres dont j'ai parlé tout à l'heure. Le premier, l'enrichissement du capital humain. Donc, ça vient un peu de cette 3e approche. Donc, on a besoin de stimuler les compétences. Les priorités des cadres supérieurs puis des dirigeants. Clairement, dans nos universités, on en a besoin. Ça vient certainement par un commitment puis par une organisation qui relève des hautes sphères. Ça prend pas, c'est pas des unités qui peuvent faire le travail. Les pénuries, donc ça c'est l'instrumentalité, donc cette question d'un peu de rareté. Et la satisfaction des obligations légales, si on rappelle, le premier paramètre. Donc, il n'y a pas de mal, les 3 sont là, les 3 sont organisés, mais ils sont là comme des motifs, mais on est quand même rassuré de voir, même avec un plus faible pourcentage de gens qui ont implanté, c'est quand même cette 3e question d'enrichissement qui vient. Quand on demande c'est quoi les obstacles, très intéressant la question du pipeline. La question du pipeline justifie, en même temps c'est très paradoxal, pourquoi on implante des mesures et justifie pourquoi on n'en implante pas. Alors, ceux qui disent, ben, on trouvera jamais des compétences, ben, font rien. Puis ceux qui font quelque chose, par exemple, ils disent, ben, justement, on les trouve pas, donc il va falloir faire des efforts supérieurs. Donc, j'espère que vous êtes dans la 2e catégorie. Communiquer la valeur ajoutée, ça, c'est la difficulté. On doit toujours se battre à l'interne pour expliquer les questions de diversité puis leur importance. Donc, rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls là-dedans. C'est assez généralisé. La faible expérience est une autre grande faiblesse. L'expertise n'est pas vraiment là, justement, dans cette question de voir la partie qui est plus intégrée. On dirait qu'on est en train d'apprendre sur le tas. On prend des choses comme une facette à la fois, puis après, on se rend compte que, ben, comment ça, ils l'ont compris de travers. Moi, je suis pas en train de dire qu'on favorisait, qu'il n'y avait plus rien pour les hommes, puis que tout allait aux femmes. Donc, il y a toujours cette notion un peu d'éparpillement qui fait en sorte qu'on relate ici la faible expérience, le scepticisme, et la direction générale qui parfois n'aide pas. Les pratiques, alors très intéressant encore une fois, ceux qui ont implanté des mesures en faveur de l'EDI ont tous dit avoir des plans d'action. Sauf que c'est pas le plan d'action qui est lié à l'atteinte des objectifs. C'est des mesures. Il faut faire quelque chose. La question un peu de les avoir puis de le communiquer, non. Alors ce sont vraiment les formations. Et vous voyez les autres pratiques un peu en rouge sont tout ce qu'il y a à faire pour défaire les réseaux.
Donc, imaginez toute la question, encore une fois, l'importance de ce que j'ai dit en premier, toute cette attaque qu'on fait sur ces réseaux qui sont trop homogènes, dans lesquels il faut les diversifier, que ce soit encore une fois au niveau étudiant, au niveau recherche, professoral, stage, tout ce que vous voulez, c'est important, et donc aussi les questions des mentorats. À ceux qui n'avaient pas implanté et qui avaient implanté, on leur a dit, oui, mais qu'est-ce qui vous manque? S'il fallait avoir ce petit plus-là, qu'est-ce qui vous aurait aidé à le faire? Alors, formation. On est revenu sur les deux. Il nous manque l'expertise. Un autre point important, c'est ici les cibles que je n'aime pas du tout, puis objectifs je préfère, et je pense qu'il faut toujours travailler en termes d'objectifs en EDI pour pas que les cibles rappellent moindrement les quotas. On a entendu Ryanson tout à l'heure, elle ne faisait que répéter objectif, objectif, puis je pense que c'est la bonne chose. Pourquoi? Parce que le quota, j'espère qu'on va pouvoir le dépasser, puis le quota vient d'où? Donc de se mettre des objectifs et de les atteindre, c'est quelque chose de bien. Et aussi de prendre en compte la diversité lors des recours à des fournisseurs publics. Alors, encore une fois, vous allez me dire, oui, mais nous, on n'a même pas fini à l'interne de commencer à nous parler des fournisseurs. Mais encore une fois, il faut que je le dise, ça fait partie justement des écosystèmes, ça fait partie des fournisseurs avec lesquels on travaille. L'université, c'est un grand monde. L'université fait vivre beaucoup de monde. À partir du moment où on y croit, on veut faire quelque chose, je pense qu'il y a une grande légitimité à pouvoir le faire. L'évaluation est au cœur de la chose. Peu évaluent et ceux qui évaluent à l'interne. Donc, on se fait une petite tape dans le dos. Oh, ça marche très bien. Et pour la plupart, ils disent beaucoup plus atteindre un peu les objectifs d'équité que les objectifs organisationnels à partir des plans. Sauf que ce que j'aimerais vous dire davantage réside ici, c'est le fait que il faut mesurer. Et là où il faut mesurer, il faut laisser de la place aux employés et puis leur parler. La mesure se fait donc non seulement par du quantitatif-qualitatif. Vous voyez, l'enquête des employés est reliée à l'atteinte des objectifs. Les observations des changements de normes, donc individus, mais aussi système. Comment est-ce que les pratiques quotidiennes ont changé? C'est important de le faire, sinon vous ne savez pas si vous avez atteint vos objectifs ou pas. Et évidemment, des groupes de discussion pour parler à des individus, mais aussi aux dynamiques de groupe. Alors là, j'ai terminé avec la partie plus, si vous voulez, un peu de mise en contexte. J'ai voulu faire quand même un aparté sur les questions des biais discriminatoires. On en parle beaucoup, les biais inconscients, les biais conscients. J'ai voulu m'attarder un peu sur la question parce qu'évidemment, elle est au cœur des plans d'équité. Qu'est-ce qui doit guider nos formations dans les biais? D'abord, il faut apprendre à les reconnaître. Et vous allez voir, je vais l'expliquer très rapidement, ce n'est pas quelque chose d'évident. Deuxièmement, pour qu'on puisse les reconnaître, il faut mettre aussi en œuvre des actions qui sont fondées sur des données probantes. Et même si on s'attarde, puis il faut s'attarder aux biais discriminatoires, mais si on s'attarde aux biais discriminatoires, c'est parce qu'il faut les recadrer dans la démarche globale de la gestion de l'équité, de la diversité et de l'inclusion. Donc, les reconnaître, vous savez, ceux qui ont regardé, je pense que peut-être Dimitri a probablement mis ça dans sa formation. Les biais, on les appelle implicites, inconscients, cognitifs, cognition sociale implicite, le raccourci mental, ce que vous voulez. Évidemment, ont leur définition, là, elle est là. Ce qui est important de savoir, ça vient surtout de la psychologie sociale. 150 biais, vous n'allez pas former des gens sur 150 biais. Ça va être long en formation. Ce qu'il va falloir faire, c'est évidemment identifier les plus pertinents par rapport à certaines circonstances. Donc, les biais du recrutement, les biais qui sont associés à des processus décisionnels, etc. Donc, encore une fois, les formations peuvent pas être très généralisées. Il y a dans chaque contexte, il y a des biais qui sont assez différents. Il faut apprendre à les reconnaître. Puis les biais, on les a tous. Ça sert à rien de chercher si les personnes sont biaisées. Je vais vous répondre tout de suite. La réponse est oui. On est tous biaisés. La question, c'est de savoir combien on est en train de les utiliser parce qu'on ne dispose pas d'assez d'informations, parce que c'est un raccourci mental. On est pressé, puis on a
peu d'informations ou beaucoup d'informations à traiter. Donc, on se fie à ce raccourci mental, on prend une décision. Alors, le jour où, ou bien le biais halo, le biais de première impression, etc., se manifeste, là où c'est problématique, c'est quand il se manifeste dans une discrimination, qu'elle soit directe, indirecte ou systémique, mais je pense que je suis face à des experts, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Quelles sont les actions pour identifier les biais et pour les lever, pour les combattre? Alors, on a parlé de cette sensibilisation et formation. D'abord, l'étiquetage. Donc, il faut les retrouver, il faut savoir c'est lesquels qui s'appliquent dans quelle situation. Évidemment, pour préparer cette formation, il faut identifier les parties prenantes. Et là, c'est là où je reviens à ces questions de système et pas seulement d'individus. Nos universités sont grandes. Les parties prenantes sont qui? Qui sont tous ceux qui contribuent quelque part à des biais que l'on institutionnalise? Qui dans nos universités sont d'autres parties prenantes qui aident n'importe quel individu à faire preuve ou à faire preuve de biais? Pensez que ce soit au niveau, par exemple, de nos conventions collectives qui reprennent certaines façons de faire. Pensez aussi à ce qui nous vient de l'externe, de l'université, aux groupes de pression, etc., qui peuvent aider et qui peuvent, je ne dis pas seulement, je ne suis pas en train de dire les causes, enfin ceux qui peuvent nous aider aussi à les contrer ou peuvent nous aider à les corriger. Donc, il y a certainement des constituantes qu'il faut regarder et encore une fois, faire un peu toute cette cartographie avant même de commencer à élaborer nos plans. L'expression et la voix. Et ça, je reviens à cette idée, encore une fois, qui a été présentée ce matin, la question de l'harcèlement. La question des enquêtes, la question de la gestion des plaintes fait partie intégrante des plans d'équité, de diversité et d'inclusion. Et je le sais, je ne sais pas si c'est pour vous aux universités, ça c'est un grand problème enfin moi je dis pour l'institution d'où je viens, le problème vient un peu des structures. Je dis pas que c'est pas faisable, c'est certainement faisable, mais souvent les questions d'harcèlement, etc. relèvent du secrétariat général. Les questions de la diversité relèvent d'une autre entité, et souvent ce sont des entités qui se parlent pas. Mais si on les entend pas, si on sait pas c'est quoi les plaintes, comment voulez-vous corriger? Comment voulez-vous savoir il y a combien de promotions qui ont été refusées à des femmes ou à des minorités visibles, si vous ne regardez pas non plus, par exemple, des questions d'harcèlement, les questions des plaintes, et que vous les remettez dans le circuit. Donc, cette question de voix, cette question d'expression, c'est pas juste les enquêtes, c'est bon, les focus groups, c'est bon, je ne dis pas du tout le contraire, mais on a déjà des mécanismes dans les universités qu'il faut aller chercher. N'oubliez pas qu'on a des lois d'accès déjà qui sont quand même respectées. On les fait, les rapports. On oblige les départements dans leur recrutement à faire les efforts nécessaires, mais les données, ça c'est une autre question. D'aller les chercher, puis de les voir, puis aussi de les suivre, ça c'est une autre affaire. Vous voulez faire un plan d'équité, c'est votre menu. Je vais prendre une commission sur toutes les... sur tous les plans qui vont être développés. Écoutez, avec ça, croyez-moi, on l'a suivi à la lettre pour le plan d'équité que nous avons fait, grâce aussi aux commentaires qui ont été reçus par la suite. Et je pense qu'on a trouvé un peu notre équilibre. Évidemment, les spécialistes vont aussi passer tout à l'heure, donc ils vous diront s'ils sont d'accord ou pas d'accord. Très rapidement. Égalité, diversité, deux notions inséparables. Écoutez, vous ne savez pas à quelle rapidité on oublie que ce qu'on est en train de faire, c'est à compétence égale et que ce n'est pas du favoritisme. Il faut le rappeler. Il faut le rappeler parce que ça prend le bord en 2 secondes dans une réunion. Okay? On commence par le dire, 3 secondes plus tard, ouais, mais c'est parce que c'est du favoritisme. Maintenant, c'est pas du favoritisme. En tout cas, l'EDI, une affaire de tous. Vous allez voir tout à l'heure, je vais encore vous présenter la structure pour vous aider un peu plus. C'est pas les conseillers en diversité, c'est pas le conseiller affecté, etc. C'est tout le monde.
dans l'université qui doit le savoir à un moment donné. Cette idée de juste pointer une femme, un membre d'une minorité visible, puis de dire, mais non, mais parce qu'il y avait une femme sur le comité, ça fait longtemps qu'on sait que c'est pas comme ça que ça marche. L'intersectionnalité, je vous ai fait grâce de toute la question d'âge, d'orientation sexuelle, la question de l'immigration, etc. En plus des intersectionnalités entre les groupes désignés et les groupes sous-représentés entre eux-mêmes, on ne peut pas l'oublier puis faire attention parce que dans notre comptabilité, on aime comme multiplier. Donc, une femme minorité visible, c'est une femme et une minorité visible. Donc, ce que je veux dire, on fait les efforts pour le faire. Et si je reviens à cette idée d'égalité, diversité, deux notions inséparables, j'utilise souvent cette expression, la diversité puis la gestion de la diversité, c'est pas un jeu à somme nulle. Il n'y a pas des gagnants puis des perdants. Puis je pense qu'il faut le mettre dans un plan de communication. C'est pas on donne un poste aux femmes, donc les hommes viennent de le perdre. On donne un poste aux minorités visibles, les femmes et les hommes l'ont perdu. Alors, c'est un gain pour toute l'université parce qu'il vient enrichir le capital humain. Donc, si on se met un peu dans cette perspective qui est certainement pas facile à atteindre, mais il faut au moins la marteler pour pouvoir y arriver. Les trois ronds là que vous voyez, ça nous a beaucoup aidé pour déterminer ensuite les pratiques. Parce que souvent, puis on les a entendus, puis les expressions, puis si on fait même, je suis sûre, un tour de table, vous allez voir qu'on met beaucoup plus d'efforts aujourd'hui sur l'accès, qu'on ne le met sur le parcours, qu'on ne le met sur la rétention, qu'on ne le met sur d'autres éléments. Alors, ça a toujours, combien on a recruté, bon, il y en a assez, on regarde les chiffres, mais on oublie de voir tous les circuits, combien de prix on a donné, les stages qu'ils les ont eus, la rémunération lors des stages. Quand on a embauché du personnel hautement qualifié, ils sont restés là combien de temps? Ils ont eu quoi comme poste après? Alors, tous les processus qui viennent après le recrutement, souvent on les oublie parce qu'on est tellement pris avec pour l'instant le nombre. Oui, mais sauf que ça ne marche pas parce qu'à la fin, ceux que vous allez recruter, soit que vous n'allez plus pouvoir en recruter par la suite, soit qu'il y a quand même des risques, évidemment, de les perdre en cours de route. Alors, pensez à l'accès, pensez à l'égalité des chances avec des objectifs, un diagnostic puis des biais, mais pensez aussi à l'égalité du traitement. Donc, tout ce qui est assainissement lors des prises de décision, quand il y a des objectifs, comment est-ce que vous allez réviser? Qui va assister aux décisions? Comment est-ce qu'ils vont se prendre? Et le troisième, comment est-ce qu'on va contrôler les objectifs? Pourquoi? Parce que tant et aussi longtemps qu'on regarde pas qu'est-ce qu'on a atteint, ça marche pas. Donc, dans le plan d'équité, il faut les distribuer. Je reviens à, ça c'est vous qui avez donné l'exemple dans McGill. McGill a décidé de les orienter étudiants par, je pense, groupe professionnel. C'est un choix. Après, c'est chaque culture institutionnelle, chaque façon de faire. Il n'y a pas de mal. C'est juste qu'il faut un peu les adapter pour chacun. Donc, soit que vous prenez chaque groupe et vous passez à travers les trois, soit vous le faites pour l'ensemble, mais de manière transversale par groupe. Décidez. On ne peut pas non plus dire, voici la façon de faire, mode d'emploi. Bon, tout le monde le suit. C'est pas comme ça que ça se fait. Mais l'important, c'est de n'oublier aucun de ces éléments. Et évidemment, il faut avoir des mesures sur des questions de culture, sur des questions de l'engagement de la haute direction, les reconnaissances, le plan de communication, qu'est-ce qu'on met de l'avant comme illustration. Encore une fois, on a eu des exemples, le temps file, je ne veux pas toutes les répéter, mais rappelez-vous un peu tout ce qui est passé tout à l'heure à travers Ryerson, à travers McGill également. Il y a eu beaucoup d'exemples de reconnaissance, les drapeaux qui sont mis, le fait d'ouvrir les discours. Tout ça, ce sont des éléments à vous de choisir qu'est-ce que vous priorisez à l'an 1, à l'an 2, mais ce sont des mesures concrètes à ce moment-là qui rentre dans la culture institutionnelle. Donc, ne pas oublier les mesures d'évaluation, ne pas oublier les mesures de traitement et les mesures d'accès. Et je termine, non, il y a encore deux affaires. Donc, les éléments, quelles sont les fonctions? Les fonctions qu'il faut retrouver, que ce soit une personne, que ce soit un service. J'ai visité UCLA, ils ont 25 personnes qui travaillent sous le vice-rectorat de la diversité. Quelles sont les fonctions qu'ils font? Il y a des personnes d'abord qui sont responsables des développements de stratégies.
et des initiatives. Donc, dans chacune des bulles que j'ai présentées avant, l'idée, c'est d'aller faire un peu le tour du jardin, de voir des institutions qui nous ressemblent, de s'inspirer, etc., puis de décider quelles sont nos stratégies, quelles sont nos initiatives. Deuxièmement, d'avoir les formations qui viennent avec, d'avoir un plan de communication. Ne faites pas l'un sans l'autre, ça marchera pas. Encore une fois que la rumeur est partie et que le système est parti tordu, c'est très difficile après de le corriger. Les mécanismes d'expression, gestion de plainte et le tableau de bord parce qu'il faut aller vers des mesures, il faut mesurer. Tout ça, évidemment, rentre. C'est pas vrai que parce qu'on fait de la diversité, je l'ai dit déjà, je vais pas me répéter, vous êtes en train de changer la stratégie de l'université. Croyez-moi, c'est pas un plan de diversité qui change la stratégie de l'université, ni qui réduit son excellence. J'espère au contraire qu'il augmente son excellence, mais ça ne vient en aucun cas menacer une quelconque stratégie organisationnelle. Ça vient évidemment ajouter à sa culture une question un peu plus d'ouverture, mais ça ne change pas sa tradition et le respect des exigences légales n'est jamais trop loin. Je termine sur comment on partage les responsabilités. Ça a été un peu à travers ce que j'ai pu voir un peu. Donc, je vous ai mis une structure qui puisse coller à nos structures universitaires. Il est clair que l'unité en équité, diversité et inclusion doit relever de la direction centrale. Ce que je veux dire, les décisions doivent nécessairement venir de la plus haute sphère de l'université. Les responsabilités qui sont partagées, ce sont évidemment les offres de formation qui peuvent aller évidemment avec les ressources humaines, avec le central, avec les centres d'expertise. Souvent, on oublie que dans chacune de nos universités, il y a des expertises en diversité, il y a des expertises en discrimination, il y a des expertises... Il faut aller les chercher, là. Ce que je veux dire souvent, c'est quand les plans sont refusés qu'on pense que, ben oui, j'aurais dû l'appeler finalement, elle aurait pu nous aider. Donc, les tableaux de bord, il faut y penser parce qu'il faut prendre les mesures avant pour les prendre après. Je sais, la question des d'auto-identification, je suis d'accord, je vous assure, on les a tous vécues. Mais croyez-moi que quand on finit par les demander, peut-être matin, midi, soir, au goûter et peut-être à l'heure de la pause, on finit par les avoir. Et les designs de stratégies de pratique, la lutte contre le harcèlement, c'est vraiment à des niveaux intermédiaires. Mais n'oubliez pas que les unités ont grande affaire là-dedans. Il faut qu'ils intériorisent puis qu'ils acceptent la formation. Il faut fournir des données. Et à un moment donné, parfois, on a de la misère à aller chercher des données d'inscription dans nos départements. Bon, imaginez quand c'est sur la diversité, mais sauf qu'il faut donner le ton. L'imputabilité des unités, ça passe à travers, évidemment, les directions, les décanats, les vice-décanats. Donc, il faut qu'il y ait des représentations. Les responsabilités de l'implantation, il faut les identifier. Puis c'est drôle, j'avais posé la question quand j'étais à UCLA, je leur ai dit « Ah, donc vous mettez des champions dans chaque unité ?» Et ils m'ont dit « On refuse d'utiliser le mot champion. » J'ai dit « Ah bon? » Donc, il dit « Parce que dès qu'on identifie un champion, si le champion est là puis il n'a rien dit, donc ça donne la légitimité à toute l'affaire aussi biaisée qu'elle puisse l'être. » Donc, ils ont banni les championnats dans les questions de DI. Et donc, les responsabilités sont vraiment, vous êtes imputable comme gestionnaire académique et donc débrouillez-vous pour vous assurer que dans vos comités, les travaux ont été bien faits puisque nous, on vous a fourni quand même la formation, les chiffres, comme a dit Ryerson tout à l'heure, chacun reçoit aussi. Mais oui, si les gens ne savent pas sinon qu'est-ce qu'ils ont à faire. Les plaintes et les mesures correctives doivent être ramassées, même si ce sont juste à travers des enquêtes, puis qu'on le sait, puis on a promotion sur promotion, on a toujours des difficultés sur certains groupes, etc. Donc, il faut les documenter. Et des plateformes de communication interactive. Je pense qu'aujourd'hui, la technologie peut beaucoup aider sur ces plans-là. Bon, ben là, vous êtes prêts, là. Vous pouvez commencer demain matin. Merci beaucoup, Tania. Je pense que ça va être très instructif pour l'ensemble de nous tous. Maintenant est venu le temps de prendre des questions. Je vais me lancer, puis vous allez comprendre tout de suite que la question vient d'une ingénieure.
Vous avez dit, dès le départ, il faut bien faire la distinction entre les objectifs et les cibles. Et ma question, c'est quoi la différence entre l'objectif et la cible? Parce que, évidemment, en tant qu'ingénieur, un objectif, c'est chiffré. Alors, Voilà, vous avez répondu à la question. L'objectif n'est pas seulement chiffré. L'objectif, les chiffres, d'abord, cible rappelle quota. Et les quotas, ce que je veux dire, encore une fois, ils viennent d'où? Ils viennent des questions de calcul de taux de disponibilité. Les taux de disponibilité sont eux-mêmes dans leur calcul biaisés, parce que les taux de disponibilité, c'est combien d'ingénieurs il y aurait dans la population pour qu'on puisse en recruter aux professeurs, sauf que ça ne tient pas compte du potentiel. Donc, il y a déjà des biais par rapport à ça. Donc, pourquoi ne pas s'en tenir beaucoup plus à des objectifs d'attraction, à des objectifs dans des questions de promotion, à des objectifs dans des questions de recrutement, vous comprenez? Et pourquoi ne pas, à un moment donné, par rapport au taux de disponibilité fourni, même aller au-dessus? Ensuite, il y a toute la question de la qualité du climat, de la satisfaction des parcours. Il y a toute la question parfois des micro-agressions dans les milieux de travail. Donc, toute la question autour des biais, toute la question autour de notre perception de notre milieu, puis de l'équité qui est ressentie dans notre milieu, ce ne sont pas des objectifs qui sont chiffrés. Et tout fait partie justement de cette culture, de ce climat auquel on essaye d'arriver. Donc, et c'est la raison essentielle c'est sûr qu'on les a, les chiffres, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun mal à dire on va augmenter de tant de pourcents, on aimerait atteindre tant de pourcents. Mais d'abord, ce qui est aussi grave, c'est de dire quand on l'a atteint, donc on n'a plus rien à faire. Ça, c'est aussi l'autre pendant, parce que la diversité va continuer. Et l'idée, encore une fois, c'est de la maintenir, non seulement, on a des éléments déclencheurs, mais c'est là pour rester. Mais c'est parce que la population ne fait aussi que se diversifier à tous les points de vue, puis qu'on n'a qu'à gagner. Donc, si on n'a pas ça à l'intérieur de notre système, c'est un peu difficile. Et donc, ce que ça veut dire, on a atteint 40% de femmes, c'est parfait, on peut aller maintenant tous rentrer chez nous. C'est ça le petit... Ça va? Ça répond à votre question d'ingénieur? Oui. Vous n'êtes pas convaincu? Oui, non, c'est que... En pratico-pratique, donc, tout ça, le fait par exemple, d'améliorer l'environnement pour que ce soit plus attractif pour toutes sortes de populations, c'est un objectif, je le comprends, mais on dirait que c'est moins tangible que de dire « je veux tant de pourcentage de femmes », par exemple. Mais moi, je ne dis pas... C'est plus dur à vendre. Je ne suis pas en train de dire de ne pas le faire. Tout ce que je suis en train de dire, que ça ne peut pas être juste ça. Oui, d'accord. Il n'y a pas de mal, non. Il n'y a pas de mal de dire notre augmentation. C'est sûr que si vous parlez d'effectifs, vous allez parler de nombre. Si vous parlez de nombre, vous allez parler de pourcentage. Mais si tout votre plan d'équité est juste pour atteindre un nombre avec un pourcentage, moi, je vous dis, vous avez manqué votre coup. Comprenez? Il ne faut pas comprendre que non, il ne faut pas du tout mettre aucun chiffre. Là. Non, ce que je veux dire, c'est une combinaison des deux. Puis il ne faut pas s'en tenir juste en disant, voici nos objectifs sont atteints lorsque il y a maintenant 30% de femmes. Alors voilà, c'est fait. C'est ça. Donc, parce que si vous allez aller sur tous ces éléments, vous ne pouvez pas être juste du quantitatif. Les effectifs, peut-être si vous utilisez une échelle de satisfaction, c'est quantitatif aussi, quelque part. Mais si vous regardez les parcours, si vous regardez les délais, vous êtes plus seulement juste sur des pourcentages. Ça va? On peut prendre une autre question? Tu parlais, Tania, de l'étude qui a été faite sur les 710 organisations. Je ne te demanderai pas, évidemment, d'en discuter trop longuement, mais je serais curieuse de savoir la nature des organisations. Quel type? C'était aussi des entreprises ou c'était essentiellement... Non, il y a de tout. Il y avait finances, il y avait des institutions financières, éducation, administration publique,
très bien représentées, entreprises privées, entreprises publiques. OK. Et est-ce que ce que tu ressors de ça, ce qui t'a amené à créer toutes ces idées, cette structure-là, là, tu l'adaptes aux universités, mais est-ce que tu penses que ça s'adapte également à toute forme d'entreprise ou d'organisation ou ça va? Je pense que les principes, oui. Moi, ce que j'ai voulu mettre, c'est juste pour vous dire, c'est pas juste une question de théorie. C'est juste, même si on les regarde, même si on regarde parfois des éparpillements de mesures, ils viennent rejoindre ce que nous, on aurait pu mettre et on a l'occasion de mettre dans un plan déjà plus structuré, plus intégré, puis de ne pas perdre tout ce temps pour en arriver là. Donc, et l'idée, c'était de dire, mais regardez, même les chiffres montrent bien que dans les motifs, il faut diversifier les motifs, puis vous regardez cette idée d'enrichissement qui vient avec la diversité. Si on regarde les obstacles, la question du pipeline, c'est comme vous dire, oui, ça existe, c'est ça, les organisations mettent le doigt directement dessus. Donc, c'est pas juste une question qui nous vienne un peu de la pensée magique. Non, c'est ça. Exact. Donc, c'était ça un peu mon idée, mais encore une fois, il faut aller vers certainement, chaque plan, à partir de la structure tout à l'heure de cette cartographie, doit mettre en plan un peu les pratiques qui peuvent être jugées. Puis, encore une fois, ce que je peux dire un peu d'expérience, c'est que quand on a voulu recenser un peu ce qui était déjà fait, il y avait beaucoup de choses de fait. Il y a des choses qui sont faites. C'est pas vrai, nos universités partent pas de zéro quand même. On les a, les comités ont fait attention. Alors, mais sauf que c'est quoi l'idée? L'idée, c'est, ils sont une place, puis on fait pas d'autres choses. Donc, et c'est ça un peu l'idée. Puis quand on a eu les commentaires, par exemple, qui venaient des secrétariats de chaires, etc., c'était toujours cette recherche, un peu de cette intégration. Je pense que même McGill tout à l'heure l'a dit, c'est toujours, et c'est pas facile. C'est juste que quand on sait quelles sont les composantes qu'il faut regarder, c'est bien plus facile d'y arriver que d'y aller un peu de manière un peu plus intuitive. Donc, je sais qu'il me manque des mesures d'évaluation. Je sais qu'il me manque des mesures pour corriger les biais dans des processus décisionnels. Lesquels? J'ai commencé à décider. Je regarde le nombre de promotions, je regarde le nombre de prix qu'on attribue. On a des problèmes avec nos comités parce qu'ils attribuent des prix dans un sens, pas dans l'autre. Vous voyez un peu? Les stages, je vous dis vraiment, les stages, si on les regarde, c'est très clair. Parfait. Donc, si vous avez plus de questions, je vous inviterai à aller voir Tania dans une petite pause.